salut les smarts. Bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, vous le savez, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, je suis là pour vous parler WWE. On va parler du SmackDown du 5 mars 2021, toujours au même endroit, au Thunderdome, Tropicana Field, Saint-Pétersbourg. En Floride, bien sûr, pas en Russie. Saint-Pétersbourg, je viens tout juste de le découvrir. Je vous fais partager l'anecdote d'ailleurs. La ville qui a le plus grand nombre de tableaux de Salvador Dali au monde. C'est formidable. Qu'en pense mon acolyte du jour, qui est un grand esthète et passionné de peinture? C'est l'ami Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour les enfants, bonjour Raphaël, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Alors, est-ce que tu as un Dali, toi, chez toi? Non, j'ai c'est un vinyle de Dalida, mais pas plus, hein. Ah, ah bah, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà ça. Ouais, on l'écoutera la prochaine fois que je viendrai à la maison de retraite quand ça sera réouvert. Voilà, dans notre qu'on s'appelle ça bah voilà, tu as voulu faire le malin et je trouve plus le mot. Les trucs avec faut écouter les vinyles, les Bah, les tourne-disques, tourne-disques. Des fois j'ai des mots qui m'oublient, c'est ça la vieillesse. Tu verras ça bientôt, on oublie les mots. Bah, ça viendra, ça viendra. On oublie tous les mots. Mais est-ce qu'on oublie ce SmackDown là? J'ai cru comprendre que tu étais déjà en train de l'oublier, me disais-tu? Ah oui, Bah, mais c'était à la seconde même où je le terminais, je me disais: «Attends, il s'est passé quoi déjà au début?» C'est triste, la vieillesse est un naufrage. ouais, c'est ça, exactement. Bah, écoute, puisqu'on est dans des grandes citations, on va se remémorer ce SmackDown. Bon, après, c'est normal que tu sois un peu fatigué, hein, cher public, si vous n'avez pas encore écouté. Papy a fait une grosse baston avec l'ami Tonton, pour nous parler de la AEW et du NXT de cette semaine, sachant que la fédération de Cody Rhodes, nous prépare une grande révolution. Voilà, on est au taquet, vous avez fait des pronostics, tout ça, n'hésitez pas à écouter, c'est en ligne. Donc là, je te comprends, on va se reposer, hein, on va être plus tranquille là sur ce show bleu. On va peut-être pas se bastonner beaucoup. Ouais, ça devrait être un peu moins violent, mais ouais, je vous invite tous à écouter plutôt, cette review pour, bien vous moquer de nos pronos parce que je sens qu'on a dit n'importe quoi avec le tonton. Voilà, par exemple. Et allez faire vos propres pronos, hein, parce que se moquer, c'est bien, mais il faut être constructif un petit peu aussi, de temps en temps. Bien sûr, de temps en temps. Voilà. Alors donc ce Friday Night SmackDown commence, pour une fois, pas du tout avec Roman Reigns. Michael Cole est au milieu du ring et il fait venir Daniel Bryan. Voilà, il nous rappelle un peu. Donc Daniel Bryan ce soir, il a un Steel Cage match contre Jey Uso et s'il le gagne, il a un match à Fastlane contre Roman Reigns. Or, il se trouve que l'affiche qui était prévue à Fastlane, c'était pas ça. Ça devait être un espèce de tag team match playa de gala avec donc Roman Reigns et son cousin contre Daniel Bryan et Edge. Et Michael Cole, qui est visiblement très malin et qui connaît parfaitement le catch, demande à Daniel Bryan: mais pourquoi être passé à côté d'une opportunité pareille de faire un beau match et pourquoi avoir préféré un match pour un titre mondial? Dis donc, ça c'est étonnant, Daniel. Alors Brian, il nous révèle un lourd secret backstage. Il nous dit qu'en fait, personne n'a mis au courant de cette affiche tag team, hein. Il dit moi, je suis le bon couillon qu'on envoie toujours travailler. On se dit Daniel Bryan, il sera toujours content. Donc, personne m'avait prévenu. Voilà, c'est comme ça. Mais ben, il nous montre un petit package vidéo de ce qui s'est passé à Elimination Chamber. Il nous rappelle, Daniel Bryan, qu'il a gagné 3 Elimination Chamber matchs dans sa carrière, mais que ben là, à la fin de celui-ci, il s'est senti humilié comme jamais une fois qu'il a été battu par Roman Reigns, parce que Edge a pointé le logo WrestleMania, et c'est là qu'il s'est rendu compte, Bryan, qu'il n'avait pas trop d'ambition. Il nous sort un vieux dossier comme quoi, quand il était jeune à la WWE, ils avaient fait des tests de personnalité, peut-être avec le docteur Shelby là, et Brian, il avait une très faible note en ambition. Il dit bah, j'ai peut-être pas d'ambition, mais j'ai beaucoup d'amour pour ce métier. L'an dernier, je me suis mis en retrait, j'ai été papa, j'ai poussé un petit peu les copains. Voilà, j'aurais dit allez, prenez lui, prenez Murphy, prenez Ali, prenez tout ça. Enfin, il cite pas des noms, hein, là c'est moi qui les cite. Et il s'est un peu perdu au passage. Maintenant, là, il se réveille, il veut récupérer, donc il veut voler la place. Il dit, euh, il dit quand même que Roman Reigns contre Edge, main event de WrestleMania, tout le monde le veut, sauf lui. Donc Brian, il se place en opposant presque à la foule, à l'autorité et à tout le monde. Voilà, il veut s'incruster dans tout ça.
Il nous glisse au passage d'ailleurs qu'en 3 semaines, il a catché plus que Edge et Roman Reigns depuis le début de l'année en 3 mois. Donc Roman Reigns, tout d'un coup, il arrive, il fait un peu la gueule, il s'est mal réveillé, il dit: «Qu'est-ce que c'est que ça? On a commencé le show sans moi, personne m'a prévenu, qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Il regarde Daniel Bryan et lui dit: «Ouais, c'est pas très clair ce que tu dis là, c'est un peu confus, moi je m'y perds, la foule doit s'y perdre aussi. Écoute mec, t'es pas ambitieux, t'es un bon petit gars, t'es un underdog, et puis t'aimes pas ce travail, tu ne l'aimes pas, tu en as besoin.» Et Roman Reigns, grand philosophe sur l'amour, hein, nous livre une petite vision. Il nous dit: «Ben voilà, pour moi, l'amour, c'est pas d'avoir besoin de quelque chose, c'est au contraire, moi j'ai pas besoin de ce métier», nous dit Roman Reigns. Par contre, le métier a besoin de moi, le business a besoin de moi, l'autorité a besoin de moi, le caméraman a besoin de moi, Daniel Bryan a besoin de moi, tout le monde a besoin de moi. Donc moi, j'aime vraiment ce métier. Bon, il sait pas trop comment conclure Roman Reigns, donc c'est Jey Uso qui prend le micro pour lui gueuler un peu comme il fait d'habitude en disant: «Hey, hey, Uso, hey, 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 voilà, ce soir, voilà, c'est la fin de la route pour WrestleMania pour toi, tout ça, c'est moi ton obstacle.» Il essaye d'attaquer Daniel Bryan, qui l'envoie dehors, et donc voilà, on finit sur un petit face à face entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Le Samoan s'en va avec sa ceinture et Paul Heyman. Voilà, donc un long segment pour démarrer le show, beaucoup d'intensité, beaucoup d'amour aussi, voilà, de la philosophie pour démarrer SmackDown. Est-ce que tu as été sensible à tout ça, papy? Et quelle est ta vision, toi? Est-ce que tu l'aimes, Catch-up, ou est-ce que Catch-up a besoin de toi, ou est-ce que tu as besoin de Catch-up? Non, je pense que Catherine n'a pas besoin de moi, mais du coup, c'est par amour que je viens, bien sûr, vous Ah, ai partager mon temps avec vous. mais on Mais t'aime, nous ouais, aussi, papy. oui, oui, tout à fait. Et pour revenir à cette promo, tu vois, il m'a un peu retourné, l'ami Brian, bon, tout en amour, hein, bien sûr, il m'a retourné, pour, parce que moi, en fait, j'étais pas du tout, du tout, du tout chaud pour une rivalité, Bryan, versus Roman Reigns. Je me disais même que finalement l'affiche, Edge, Bryan, même si c'était pas, en équipe, je veux dire, même si c'était pas un match pour un titre, bah, mine de rien, ça aurait permis de revoir un peu Edge, partager le ring avec d'autres catcheurs. Lui qui justement nous parle souvent de son amour du catch et qui n'était pas là, tiens, ce soir, hein. Là, c'est l'amour, mais l'amour, pas tout le temps, lui, à temps partiel. Oui, Et au final, tu vois, alors autant effectivement, je suis d'accord avec toi, Michael Cole, son début de promo est cataclysmique, quoi. Il dit: pourquoi tu veux un match pour le championnat du monde?» Ouais, parce que c'est un peu la ceinture suprême, les garçons, là. Autant Bryan et Reigns, derrière, j'ai trouvé qu'ils ont vachement assuré là, c'était les 2 patrons avec, et Cole a disparu là, tel le minable qu'il était, et j'ai trouvé qu'ils ont super assuré avec une belle promo, Bryan qui justement, bah, il avec beaucoup de vrai, je pense, en disant qu'il s'était pas mal mis à l'écart ces derniers temps et que, bah, putain, c'est un fucking ancien champion du monde, quoi, donc il faut quand même qu'il montre ce qu'il est et qu'il les sorte un peu là, qu'il les mette sur la table, comme on dit. Et puis je trouve qu'il les a mis là, ce soir, donc tu vois, moi au début qui avait pas du tout envie de ce match-là, là je me suis dit: «Ah bah tiens, finalement Bryan, qui avait un title picture, bah là il m'a convaincu qu'il méritait d'avoir son title shot». ouais, bah, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, donc pas de baston sur ce niveau-là. Bryan, on le trouvait un peu moyen. Moi, je l'avais pas aimé au Rumble, je l'avais pas trop aimé dans l'Elimination Chamber. Je trouvais qu'il faisait, comme il a dit, un peu acte de présence, et qu'il jouait beaucoup sur ses acquis, sur son passé, tout ça pour, et en fait, du coup, ils ont raconté une histoire à partir de ça, donc ils ont tout assumé, le fait qu'il était un peu en retrait, que là, il monte les dents. Le timing est parfait parce que c'est assez rare au final. Bon, on va pas pronostiquer, tout peut encore arriver, hein, c'est la WWE, mais on imagine assez fortement que Roman Reigns va quand même rester champion jusqu'à WrestleMania. Mais du coup, avoir un gars qui, juste avant Mania, se réveille pour tout faire pour être dans le main event, hein, de WrestleMania, et qui finalement, bah, va sûrement pas y arriver, et il y aura sûrement un autre programme, ça on verra, on ne sait pas encore. C'est pas mal parce que ça réveille, enfin moi, je suis comme toi, ça réveille énormément l'intérêt, ne serait-ce que pour l'existence de Fastlane, qui pour moi commençait à être un peu bon, bah après l'Elimination Chamber, pourquoi on repart sur un pay-per-view? Non, je suis très convaincu et très agréablement surpris par Daniel Bryan. Roman Reigns est resté un peu plus dans un registre classique, mais c'est une belle feud en tout cas qui commence. Après, je suis d'accord avec toi. Je pense que cette histoire de tag team match avec Edge, ils nous ont glissé ça juste pour nous dire non, mais voyez, on voulait faire quelque chose avec Edge, on voulait qu'il catch. Bon, bah, ça s'est pas passé comme ça. Les stipulations ont changé, mais Edge, on le verra
pas catcher d'ici WrestleMania, je crains. Enfin, Ouais, c'est dommage ça, parce que franchement, je voyais vraiment pas qu'il fasse un programme à Lesnar à jamais catcher, en fait. Je pensais vraiment qu'il allait passer un peu plus de temps dans le ring et bah, justement partager son temps avec les petits jeunes, mais je suis vachement déçu de ce qu'il fait, hein. Et par contre, juste pour rebondir sur ce que tu dis sur Bryan où on pense qu'il y a aucune chance qu'il prenne le titre à Reigns. Mais tu vois, du coup, je me suis dit: «Mais attends, Bryan, il a déjà fait 2 fois 2 matchs dans un WrestleMania. En plus, là, le WrestleMania sera sur 2 jours. On peut très bien avoir, Bryan qui catch le premier soir pour se qualifier pour le deuxième soir». Là, mine de rien, avec sa promo, il m'a ouvert des horizons que je ne voyais pas jusque-là. ah, le triple threat serait pas dégueu, hein. Ah bah, C'est oui, oui, là, ça m'intéresse peut-être même plus que le simple Spear versus Spear, hein. Oui, bah, moi aussi. Surtout que je pense que la raison à tout ça, l'absence de Edge, c'est, je pense une trouille collective qui se répète un truc juste avant, Ouais. WrestleMania. Donc, dans un triple threat, il peut être d'autant plus protégé, bon, écoute. Bon, il aurait pu être protégé dans un tag team match aussi, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. J'espère, même si comme tu l'as dit, en intro, on le voit pas ce soir et qu'il reste plus que 2 ou 3 SmackDown, je ne sais plus avant le ou un. Non, que 2, je pense Il avant reste le 2 Fastlane. SmackDown avant enfin, 3 en comptant celui-ci. Ouais, voilà. Donc peut-être qu'on peut encore avoir un plan de secours pour Edge, mais j'y crois pas trop personnellement. Ouais, j'y crois pas non plus. Écoute, on verra bien. On verra bien si on pronostique bien. La suite sans transition, c'est la scène, tag team, ouais, on peut dire ça. Il y a une scène tag team qui est en train de se réveiller à SmackDown. Tu l'avais dit papy dans d'autres podcasts et je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors les champions, on ne les verra pas, malheureusement, c'est un autre regret, hein. Les champions qui sont les Dirty Dogs, comme ils se font appeler, donc Roode et Ziggler sont toujours pas là. Par contre, on a eu 2 segments tag team ce soir. Le premier, ce sont donc les Street Profits qui débarquent et qui sont censés affronter, donner un match revanche à Sami Zayn et Baron Corbin, King Corbin, qui avait perdu la semaine dernière. Zayn, il est là avec son équipe de documentaire, et puis il dit voilà, la semaine dernière, vous nous avez escroqué, vous nous avez volé, ça va pas se passer comme ça, tout ça, tout ça. Sauf que Corbin, pour une fois, il ouvre sa gueule, il débarque et il dit non, mais moi, je veux pas être avec Sami Zayn, hors de question. Moi, je veux un single match contre n'importe qui, là, des Street Profits, si vous êtes chaud. Alors, le Street Profits, ils disent ouais, ok, allez. Donc, Sami Zayn est très vénère, il se dit même mais c'est une conspiration, qu'est-ce qui se passe? King Corbin, tu es de mèche avec ces deux zigotos, c'est un scandale, chez les plans qui changent à la dernière minute, qu'est-ce qui se passe? Corbin affronte donc Montesford qui se décide et on a un match très court. Alors j'ai récupéré les timings, seulement 2 minutes 26, mais un match que j'ai trouvé relativement vif et plaisant. Il en faut peut-être pas plus à Baron Corbin. En tout cas, ben, Montesford, alors qu'il a pris le dessus et qui s'apprête, je crois, à placer son splash de mémoire, il est distrait justement par Sami Zayn, qui est en train de tourner avec son équipe technique et il encaisse un End of Days. Donc c'est Corbin qui gagne en même pas 3 minutes contre Montesford. Évidemment, on n'en reste pas là. Sami Zayn, il s'apprête à monter sur le ring puisque c'est à son tour d'affronter. Lui, il va affronter Dawkins, D'Angelo Dawkins. Sauf que ce coup-ci, il peut pas compter sur une aide de Corbin puisque Corbin se casse. Du coup, Sami Zayn, bon, bah, il est un petit peu embêté. Il affronte Dawkins. Il domine d'abord un petit peu le match. Angelo Dawkins prend le dessus. Sami Zayn place son adversaire pour le Helluva Kick. Il s'élance, enfin, il s'élance. Il s'élance pas, il se met dans le coin opposé. Et au moment où il va s'élancer, il découvre que Montesford est en train de faire le couillon devant les caméras de son équipe documentaire. Donc Sami Zayn, ça lui plaît pas du tout. Du coup, il est distrait et il se fait prendre, il se fait prendre le roll-up. La victoire de D'Angelo Dawkins. Sami Zayn est furieux. Il vient de perdre en très exactement 4 minutes 30. C'était un petit peu plus long. Et du coup, il se met à mettre des grands coups de genoux à l'un des agents du documentaire en disant qu'il l'a jamais engagé, ce gars-là, et il sait pas d'où il sort. Voilà, bon, ça paraît peut-être un peu confus comment je l'ai raconté, mais ça l'était, je trouve. Après, est-ce que c'était sympa à suivre? Est-ce que c'était original? Et puis, est-ce que c'est quelque chose qui se font de frapper comme ça un caméraman? Qu'est-ce que t'en penses, papy? Ouais, moi j'aimais pas sa gueule non plus au caméraman, j'aurais bien savaté aussi. En plus, il est toujours en train de baisser la tête là comme une victime, donc bah, voilà, il a pris des coups, ça l'apprendra à jouer la victime. Ah là, il a pris, ouais. Plus ouais, il a pris cher.
plus sérieusement, bah, on voit les débuts on parlait d'amour, d'une romance qui se crée entre Zayn et Corbin, je pense, hein. Alors un peu difficile, un peu dans la douleur, mais bon, ça fait 2 semaines de suite qu'ils se tournent autour et comme tu le disais en introduction, bah, ça redonne un peu vie à la scène tag team là, parce que j'ai l'impression qu'on a une nouvelle équipe qui se crée, sachant que, bah, comme tu disais, il y a les champions en plus et qu'il y aura d'autres équipes dont on parlera plus tard. Bah, là, la division tag team, j'ai l'impression qu'elle reprend vraiment beaucoup de couleurs et c'est plutôt pour me plaire. Alors certes, c'était des matchs individuels ce soir, mais voilà quoi, il y a tu sais qu'à terme, c'est des gens qui vont collaborer ensemble et donc moi, j'espère vraiment que Zayn et Corbin, vont travailler ensemble parce que pour le coup, Corbin, comme tu le disais, sur des courtes durées, il est bien en fait Corbin. Il a des moves impactants et puis, bah, physiquement, il impose comme sa présence et donc du coup, en tag team, ça peut être pas mal parce que du coup, ça permettra à Sami Zayn de faire le job, on va dire le travail de fond, puis lui, arriver faire deux trois moves et puis sortir du ring, quoi. Donc ça peut être pas mal du tout cette association. Ouais, je partage ton point de vue. Moi, surtout, ce que je retiens, c'est, ils ont, cherché un truc original, hein. Ils nous ont pas fait juste une bête revanche. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien fait, le côté, Sami Zayn qui arrive en promettant de gagner en tag team et puis Corbin qui pète un petit peu les habitudes de la WWE là, en disant: «Non, non, on change tout, moi je veux pas ça». Il change les plans, les autres qui sont d'accord. C'était plutôt bien vu. En plus, ça rajoute de l'eau, au moulin de la théorie du complot de Sami Zayn. Et puis ouais, très agréablement surpris par le court match, de Corbin. C'était moins bien le deuxième, je trouve. Après Dawkins, c'est sûrement, lui aussi un peu en dessous de Montez Ford, hein, clairement. Mais Oui, même s'il est pas si mal, hein, il a comme deux trois mots, sympathiques aussi lui. C'est pareil, il est ouais. pile poil, configuré pour un tag team, Dawkins. Ouais, et comme tu l'as dit, ça ferait une belle équipe, je trouve. Alors, c'est récurrent, hein, je j'ai pas trop de mémoire là-dessus, mais Corbin, Sami Zayn, ça fait des années, peut-être pas qu'ils se tournent autour, mais que ces mecs-là sont un peu des heels qui tantôt, sont en solo, tantôt deviennent copains avec d'autres heels, pour quelques soirs ou quelques mois selon les Survivor Series ou les pay-per-view qui arrivent. Mais ça peut faire une équipe solide dans le temps. Ça ressemble un peu à l'association des champions d'ailleurs, hein, 2 mecs plutôt heel hors solo, Ziggler et Roode, Mmh. et qui là, peuvent faire une belle alliance. Mmh. Ouais, ça ferait vraiment des belles équipes dans la division de Show Bleu du coup, hein, s'ils se mettaient, ensemble sur le long terme. Et bah, écoute, on va rester dans la division tag team puisqu'elle te plaît. Ça Ah, te tant mieux. Mais comme tu l'avais dit, c'est des matchs solo, mais c'est quand même des tag teams. C'est la, Family Mysterio, donc Dominic et Ray Ray, qui sont là, face à la fameuse Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis. Alors le match solo, c'est Dominic tout seul contre Chad Gable, et on a un match, plutôt, sympathique à suivre. Alors très court, hein, 3 minutes 27, avec un Chad Gable qui travaille pas mal au sol, pendant que Dominique, lui, virevolte un petit peu, dans tous les sens. Il envoie son adversaire dans les coins, dans le turnbuckle, dans les cordes. Euh, et puis au final, bah, en essayant de tourner dans tous les sens ce Chad Gable, le petit Domi Stereo, il arrive à voler la victoire, à placer un pin. Il est très content. Et puis Rey Mysterio qui était à côté, il se précipite, il se jette sur Otis qui était de l'autre côté, il l'envoie sur la table des commentateurs et hop, il revient comme si de rien n'était voir son fiston et puis le prendre dans ses bras. Donc il y a une rivalité qui s'installe, et une scène tag team qui est plutôt mise en valeur. Donc encore une fois, Otis et Gable, c'est une création assez récente. Donc on est sur un travail de création là chez les tag teams, hein. Ouais, ouais, il y a beaucoup de tag team qui se créent, beaucoup d'interactions entre les équipes. Là, ça fait donc 2 rivalités de tag team, qui existent, sans compter les champions donc. Ça fait vraiment 5 Mm. équipes maintenant qui existent côté SmackDown. Enfin, en misant sur le fait que Corbin et Zayn, ça fasse une équipe, mais bon, je vois pas comment ça pourrait, à moins qu'ils partent en rivalité, mais il y a aucun intérêt à ce que ça se fasse comme ça. Donc moi, je pense que ça fera 5 équipes au final. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que, bah, comme tu le dis, les matchs sont très courts par contre. Ouais. Je pense aussi que c'est parce que, bah, SmackDown est en train de mettre plein d'idées pour, essayer de rebooster le produit. Moi, ça me plaît plutôt parce que je trouve les idées sympas, mais c'est vrai que c'est dommage de pas l'avoir fait un peu plus en avant et que du coup on puisse avoir plus de temps pour du catch, quoi. Mais bon, je vais pas leur reprocher de tenter de relancer la division tag team après toute l'année, 2020 dégueulasse qu'on a eu à ce niveau. Ouais, là on voit que on est sur du
sur du reboot, puisque effectivement, alors déjà les champions ils sont relativement récents en tag team, c'est pas une vieille, c'est pas les Usos ou le New Day. Ouais, il y a les Street Profits en fait qui sont la seule vraie équipe à long terme. Dominique et Mysterio finalement ils sont tout nouveaux aussi. Ouais, il faut peut-être ça, il faut passer par des matchs courts pour que ça s'installe. Mais c'est vrai que là, Dominique Gable, moi j'en reprendrais bien un petit peu, hein. Ouais, bah, espérons que dans les semaines qui viennent, maintenant qu'ils ont commencé à installer les rivalités, ils puissent, de temps en temps mettre un vrai match, bah, de tag team justement, de 5-10 minutes histoire de qu'on puisse prendre un peu plus de plaisir. Ouais, on verra bien ce que ça nous donnera dans les semaines à venir. Nous sommes en coulisses avec la belle Kayla qui a retrouvé Seth Rollins dans une veste violette de meilleur goût sous laquelle il est entièrement torse nu. Alors, Seth Rollins, voilà, il a été humilié la semaine dernière par Cesaro qui l'a fait tourner dans tous les sens. Mais il nous dit que c'est parce que Cesaro a peur de la puissance, de la vision. Et bah, il dit qu'il n'oubliera pas ce qui vient de se passer avec Cesaro, qui va lui faire payer. Et là, tout d'un coup, un fantôme repointe son nez. Buddy Murphy, qu'on n'avait pas vu depuis, je pense qu'on peut dire des mois, Oui. et qui la dernière fois on l'a revu, il tapait Seth Rollins de toutes ses forces avec un kendo stick, etc. Et ben il pointe son nez et il dit à Rollins, ah, si tu veux, je peux t'aider contre Cesaro. Et c'est Rollins qui le rejette en lui disant: «Mais non, dégage, j'ai pas besoin de toi». Alors, voilà, Buddy Murphy se rendrait-il enfin compte qu'il était quand même pas si mal d'être un valet? Est-ce que ça t'a surpris cette apparition? Ouais, alors, on va dire que Buddy Murphy, ça a dû se faire larguer certainement pour revenir comme ça la queue entre les jambes, Ouais. mais ouais, un peu surprenant. Effectivement, je le trouvais vachement bien lancé au moment où Seth Rollins est parti en congé paternité et au final, il a rien, absolument rien fait tant que Seth Rollins n'était plus là, donc et là, il revient quand Seth Rollins revient. C'est un petit peu dommage pour Buddy Murphy. Après, c'est un bon catcheur et puis il avait une bonne alchimie avec Seth Rollins. Donc, bah, s'ils arrivent à refaire des trucs ensemble, ce sera pas mal. Mais bon, c'est dommage qu'il ait pas mis à profit le temps où il était finalement éloigné de Seth, quoi. Ah, c'est sûr que dès que Rollins est parti, il a disparu, ouais, à croire qu'il est lui aussi allé, garder, Ah, Becky c'est peut-être là Lynch. de nous, hein. Ouais, c'est peut-être là c'est ça. Bon, ouais, on verra tout ça un peu plus loin dans l'émission. En attendant, on va passer au segment qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire celui où on voit, eh bien, dans les vestiaires, Carmella virer le pauvre Reginald qui lui a apporté une belle bouteille de champagne ou de Oh, le whisky ou scandale! un scandale. Elle se fout de sa gueule, elle lui dit: «Ah, qui c'est parmi nous qui a lâché l'autre? Allez, tu viré». Elle lui casse la bouteille sur la gueule. Et le pauvre Reginald, il est bien triste. Est-ce que tu étais triste aussi, toi, papy, ou est-ce que tu es plus triste pour Carmela qui a l'air de perdre son intérêt majeur là dans cette histoire? Ah bah, je pense qu'effectivement Carmella, elle va disparaître, vu qu'elle était rattachée au reste de la rivalité des rivalités que par Reginald. Donc je ne sais pas. Bah, après Reginald, hein, si tu nous écoutes, tu as peut-être été très sérieux dans cette affaire-là. Tu as un peu trop fricoté un peu avec, trop d'autres donzelles et beh, forcément, quand tu as ta patronne, à servir, bah, ça peut créer certaines étincelles. Ouais, alors, bon, ben justement, le petit Reginald, il perd pas, espoir. D'ailleurs, il est viré par Carmella, mais il est toujours là. On sait pas trop comment ça se passe, ce genre de contrat à la WWE avec les sommeliers et les sidekicks. Donc, en fait, il y a un match entre Shayna Baszler et Bianca Belair. Shayna Baszler est accompagnée de Nia Jax. Bianca Belair est accompagnée de Sasha Banks. Et donc, Reginald est là aussi. Il est un petit peu à l'écart, mais il regarde Sasha Banks. Il lui lance des petites œillades. Pendant ce temps, donc, dans le ring, on a quand même un match costaud. Shayna Baszler, elle envoie des kicks, des coups de genoux dans son adversaire. Elle la domine au sol. Elle essaie de lui tordre le bras, comme d'habitude. Bianca Belair se remet grâce à un superbe power slam. Elle envoie une souplesse. Shayna Baszler envoie Bianca Belair dehors. Et Bianca Belair, elle se retrouve face à Reginald. Elle pousse Reginald sur Nia Jax. Nia Jax pousse Reginald sur Sasha Banks. Elle se précipite pour attaquer, donc elle tape et Sasha Banks et Reginald. Et pendant ce temps, à l'intérieur du ring, Bianca Belair est coincée dans la soumission de Baszler, mais en fait, elle n'est pas coincée, elle s'en sort. Elle place même son finisher, KOD, et elle gagne clean. Enfin, bon, clean, c'est un peu agité à l'extérieur du ring, mais en tout cas, relativement propre
contre Shayna Baszler. Elle s'en va, elle est contente, mais enfin, elle se fout un peu de la gueule de Reginald au passage. Et Sasha Banks, elle aussi, elle est très vénère et elle envoie une grosse mandale dans la tronche de Reginald. Pauvre Reginald qui a pas gagné grand-chose ce soir et même un peu plus tard dans les coulisses, on le voit partir avec sa petite valise, tout seul. Voilà, il a plus Carmella, il frappe à la porte de Sasha Banks, elle veut pas lui ouvrir. Et il croise Nia Jax et Shayna Baszler qui se foutent un petit peu de sa gueule. Nia Jax dira quand même qu'il est mignon, mais voilà, ça fait un peu chahuté. Dure soirée là pour notre ami québécois, mais qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Et puis est-ce que tu as apprécié quand même cette victoire de prestige pour Bianca Belair? Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que, Bianca Belair, bah, mine de rien, c'est bien pour elle, elle qui est la gagnante du Rumble. Voilà une Je gagnante du Rumble qu'on voit catcher. Voilà, exactement, elle catch, elle gagne des matchs importants, c'est bien pour elle, ça lui permet de construire son personnage, je trouve ça vachement bien. Je suis au contraire bien déçu de Sasha Banks qui manifestement, enfin, même c'est sûr, elle défend plus son titre de championne. Bon voilà, maintenant, elle est sûre d'être à WrestleMania de toute façon vu qu'elle fait pas de défense. Elle Ouais, attend tranquillement d'affronter, Bianca Belair parce que là, ça va faire 2 pay-per-view de suite où elle fait un match tag team. OK, donc elle a pas défendu son titre depuis le Rumble, je crois, hein. Et j'ai pas l'impression qu'elle est partie pour pas le défendre, en fait. Donc elle va rester 3 mois sans défendre son titre. Ah ça oui. terrible, quoi, enfin non, allez 2 mois parce que c'était fin janvier pour début avril. Ouais, Mais petite précision effectivement, on a confirmation, on sait qu'à Fastlane, on aura un match tag team, une revanche donc Nia Jax et Shayna Baszler qui défendent leur titre contre les 2 qui vont s'affronter à WrestleMania, effectivement Belair et Banks. C'est vrai que c'est un peu curieux peut-être, ouais. ouais, je trouve ça un peu dommage en tout cas moi Mmh, que Sacha, ne fasse pas de défense de titre. En plus, bah, manifestement, ça pourrait être contre Carmella qui fait que des segments, backstage avec Reginald et puis, bah, qui maintenant qu'elle est plus avec Reginald, comme je le disais tout à l'heure, je vois pas comment elle va pouvoir accrocher les wagons pour, se rapprocher de Sacha et Bianca Belair et cetera. Donc voilà, donc c'est un petit peu dommage tout ça. Reginald, lui, bah, moi je ne serais pas certain qu'il va, totalement disparaître parce que le petit passage avec Nia Jax, je me demande si c'est pas pour le ressortir au pay-per-view. Je J'attends de voir, mais je serais pas étonné que du coup, bah, comme on sait qu'il c'est un cœur d'artichaut quoi, Reginald. Il a aimé Carmella, il aime Sacha. Je pense que Nia Jax pourrait être la prochaine. ah peut-être, peut-être. Donc il passerait un peu du ouais, j'allais dire du côté obscur, mais bon, il était déjà avec Carmella, il était déjà un peu, à défendre, une méchante, ouais, et il aime peut-être les femmes un peu méchantes là, Des un peu femmes à vis poigne. ouais, voilà, peut-être. On verra si on le reverra, on le souhaite. Après c'est vrai que je suis comme toi, il y a quand même pas mal de personnes en vue et il y a du catch, mais c'est vrai que ça fait un peu penser aussi à Asuka à Raw, hein, c'est-à-dire la championne, Ouais. elle est pas souvent à défendre son titre et puis l'adversité est assez légère effectivement puisque Sasha Banks, depuis Bayley, oui, elle a eu que Carmella qui a jamais, vraiment donné l'impression de pouvoir prendre le dessus donc ça reste, Tu as donné la durée du match? Ou j'ai zappé peut-être? ah, j'ai peut-être pas donné, 4 minutes 23 donc c'est Oh! à Moins de 5 peine plus minutes. court que le match de Sami Zayn, ça reste très court, ouais. Ah ouais, toujours pas plus de 5 minutes, hein, depuis le début du show. C'est un peu dur quand même, hein. Ouais, ouais. Bah, ça va rester un peu dur, hein, on y est tout juste là, alors, il va y avoir un nouveau match d'un peu moins de 5 minutes. Entre temps, on croise, Jey Uso qui est dans les fameux bureaux de Roman Reigns là, avec les grands fauteuils. Roman Reigns, il est mi-rassurant, mi-inquiétant puisqu'il lui dit: «Écoute, si tu perds et que je dois défendre mon titre à Fastlane, it's fine, c'est pas grave, mais par contre, si tu perds, c'est quand même la honte sur toi et la honte sur toute notre famille donc voilà quoi». Jey Uso du coup, je sais pas combien de fois ça fait que c'est lui qui doit gagner le match, pour sauver son cousin, mais bon, visiblement il se complaît, ça lui va ce rôle de d'obstacle. Ouais, lui au moins il catch, hein, ça on peut pas lui reprocher. Ah, ça c'est sûr. Il perd parfois, souvent, mais il catch. Voilà. Et donc je parlais du dernier match de la soirée avant le main event, bien sûr, puisque le main event c'est le Steel Cage match. C'est donc Cesaro qui affronte Buddy Murphy. Voilà, il lui a suffi de croiser Seth Rollins dans les vestiaires et hop, il a son c'était simple, hein, finalement, pour avoir un programme à la carte, il suffit de passer dans les vestiaires et puis hop, on te met, sur le programme.
Donc malheureusement, Seth Rollins est aux commentaires et ça prend beaucoup de place, je trouve, en termes de concentration parce qu'il parle beaucoup, Seth Rollins. Il parle avec Michael Cole, il parle avec Corey Graves, voilà, il parle de sa vision, de toute son histoire. Le match est court, malheureusement, parce que là encore, on a, je trouve, une belle opposition, un match de 4 minutes 12. Cesaro qui au début prend un petit peu la vague, hein. Murphy il fait un magnifique suicide dive par-dessus la troisième corde. Il domine, mais il prend un uppercut. Après, Cesaro, il l'envoie d'un coin à l'autre pour lui faire les uppercuts, les running uppercuts. Il place un Cesaro Swing sur Murphy. Alors ça, Cesaro, il est furieux. Pardon, Seth Rollins, il est furieux. Il se sent humilié, provoqué. Et pendant ce temps, Cesaro place sa prise de soumission. Murphy tap out. Voilà, ça devient classique. Maintenant, le sharpshooter, ça devient l'arme ultime de Cesaro. Et Rollins, il prend ça à l'ironie. Il applaudit avec son petit rire narquois, là, son petit il applaudit, il dit à Cesaro, ouais, bravo, bravo. Voilà, bah, bravo. Cesaro sur une winning streak en weekly assez impressionnante. Pas encore au main event, hein, là on n'est pas tout à fait peut-être là où on pouvait rêver, mais quand même le push se poursuit, la feud avec Rollins se poursuit. Maintenant, est-ce que Murphy se recadre? Est-ce que tu veux qu'il redevienne le fameux disciple? Et puis ben moi je me pose la question, hein, pourquoi on s'en est privé tant de temps de Murphy là qui nous fait des bons matchs quand même, l'Australien? Ouais, ouais, non, moi j'ai toujours bien aimé, Murphy entre les cordes. J'ai trouvé que c'était un mec qui justement, juste par son catch avait réussi à s'imposer dans le main roster, c'était sympa. Par contre encore un match de courte durée Mm. et ce qui m'embête un peu, c'est que moi j'espère que Murphy va être là. Parce que si jamais on est sur un Cesaro Rollins à Mania qui est on est quoi là? Il reste encore un mois, plus d'un mois. Ouais. Heu, Juste, une opposition comme ça, sans rien, hormis, des segments toutes les semaines où ils se croisent, où ils se disent: «Ah, hein, hein, attention, hein, fais pas comme ça». Ça risque d'être un peu long, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait des petits rebondissements et là, pour l'instant, leur rivalité est plus que tiède. Alors, je suis sûr que le match sera terrible à Mania. Par contre, ça risque d'être très long, quoi, s'ils font cette rivalité-là comme ça pendant des semaines, parce que déjà le segment de la semaine dernière était pas passionnant. Celui de cette semaine, je trouve pas passionnant non plus. Donc, voilà, va falloir qu'ils secouent un peu comme l'affaire, quoi, parce que là, c'est un peu mou du genou, je trouve. Bah, moi je trouve que c'est justement un bon espoir d'avoir ce Murphy qui ressort du placard là. Et, Ah euh, et je oui, et je pense qu'il n'est pas sorti juste histoire d'être là une semaine, de prendre une branlée et de repartir. J'ai bon espoir qu'il s'accroche. Après, ouais, Cesaro, ils lui font pas faire grand-chose d'autre pour le moment que venir, gagner et repartir. Donc, c'est vrai que ça serait bien on pourrait, bah, là, on n'a pas vu Nakamura, mais enfin, si, on pourrait avoir à Fastlane un Murphy Rollins contre Cesaro Nakamura, par exemple, ça serait pas dégueulasse. Ou voilà, ou les faire venir dans les talk-shows de Bayley, ou avec des bastons, enfin, tu vois, faire des trucs un peu plus vivants, quoi, comme, rivalité. Plutôt que de juste faire ils se croisent tous les 2, ils sont pas contents et puis ils repartent, quoi. Donc mmh. c'est soft, quoi. Ouais, je pense que comme tu l'as dit, le match est très attendu et on va sûrement avoir un très bon match, mais peut-être pas trop se reposer sur le fait d'attendre un match dans un dans un mois. Ça va peut-être être un peu long. Après, Yes. ça reste, moi je suis toujours content pour les 2 là. Je trouve que et Cesaro, ça lui fait peut-être la plus grosse feude solo de sa carrière, hein, mine de rien, une de ses plus grosses. Ah bah, si elle l'amène à un match à Mania solo, je pense que ça sera son Ouais. premier, hein. J'ai pas souvenir, Et qu'il ait fait un match solo à Mania, Cesaro. ben, on va appeler nos fact-checkers, mais tu Allez-y dois les avoir gars, raison, hein. Mmh. Allez-y, on vous attend. allez-y, parce que moi je pense qu'il a fait de la tag team, qu'il a fait de la battle royale, qu'il a fait des titres intercontinentaux, à l'échelle, mais un match solo Cesaro, j'ai vraiment aucun souvenir. S'il y en a un, bah, désolé pour lui. En tout cas, ça reste pour moi dans la lignée de Rollins qui, bah, en fait, c'est devenu mine de rien, c'est devenu tellement un mec, fort que, bah, ça devient un totem à lui tout seul de la Frontamania, en fait, tu vois? Alors pas au niveau du taker, tout ça, bien sûr, mais par contre, tu vois, l'an dernier, c'était Owens qui avait le droit au match contre Rollins. Cette année, ça sera Cesaro. Donc on lui met des bons catcheurs, c'est des bons matchs, un peu comme Orton, tu vois? C'est des mecs, tu vois, ils sont Ouais. tellement,
tellement impliqué, c'est pas ça que je veux dire, tellement dans la place, voilà, que bah, voilà, c'est sûr qu'ils auront un match à Mania et du coup, il faut lui trouver un bon adversaire et puis celui qui y est, bah, ça lui donne une chance de briller, quoi. Donc, ce sera Cesaro cette année à 99,9%. Tant mieux pour lui. Par contre, j'aimerais bien que la rivalité soit un peu plus poussée quand même. Voilà, bah écoute papy, je pense que tu as tout dit là-dessus. Je partage ton analyse. Il nous reste, quelques segments avant le main event. Donc justement, je fais une très rapide et habile transition. Tu parlais du segment Ding Dong Hello, ben, on y a droit, mais sauf que c'est backstage dans l'espèce de ring, coulisses là qu'ils ont, au Tropicana Field. Donc Bailey, elle ouvre sa porte, là, elle fait Ding Dong Hello, et elle lit des tweets qui sont censés être gentils sur elle. Sauf que finalement, elle lit ses fiches un peu comme Julien Lepers, et puis il y a une des fiches visiblement qui lui plaît pas. Il y a sûrement marqué Ding Dong Hello, c'est de la merde. Alors elle ose pas le lire, elle le froisse, et puis elle s'en va. Je sais pas trop quoi penser de ça. Je sais pas si Papy, tu as une analyse plus poussée. Ah, mais alors ça sera je vais donner mon avis là qui sera le même pour le segment d'ensuite parce que je me souviens très bien de ce qui suit derrière. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont comme il y a le gros Mania qui se prépare avec 2 nuits, tout ça, ils ont Ouais. plein d'idées à placer et pas forcément le temps de tout mettre dans l'émission. Donc là, ils balancent un petit peu pour dire: «Souvenez-vous que Melee est là, souvenez-vous que d'autres sont là aussi». Puis je trouve ça pas si mal en fait, ça fait tu vois, là, j'ai l'impression que l'odeur de Mania elle commence à monter. C'est-à-dire que, bah, on essaie de remettre un peu tout le monde sur son 31, pour que tout le monde soit prêt pour faire une belle performance, au plus grand show. Ouais, tu parles du segment de Natamina, la fameuse grande tag team Exactement. féminine. Voilà, donc on croise Natalia et Tamina backstage avec Adam Pearce et Sonia Deville. Elles sont pas contentes de pas être dans le match tag team féminin de Fastlane. Et du coup, les officiels leur disent bah oui, mais non, du coup, voilà. Non. Vous êtes gentils, mais c'est pas prévu. Et donc, effectivement, c'est probablement pour installer un peu la route pour WrestleMania. Voilà, elles Voilà. sont dans la place. Elles sont dans la place. Alors, je voulais qu'on prenne un peu plus de temps pour le segment suivant parce qu'il mérite d'en parler quand même. C'est le nouveau Apollo Crews. Ouais, ouais. Ah oui. Donc, Apollo Crews, désormais, il est africain. Apollo Crews, désormais, c'est un descendant des rois du Nigeria. Donc, il arrive sur le ring avec une belle écharpe du Nigeria et surtout avec deux militaires africains. C'est la junte, là. Il se prend pour Thomas Njigol, c'est le crocodile du Botswana. Et il s'y prend tellement que ça, c'est un peu, ça m'a attristé. Il se met à parler avec l'accent africain qu'il a, à mes yeux, jamais eu, hein, de mémoire. Non, Voilà, non. donc Apollo Crews, il se met à dire voilà, je vais vous manger tout cru. Voilà, il nous raconte, bon, c'est un peu la même chose que la semaine dernière, hein, voilà, qu'il est descendant des rois, que il a toujours eu des militaires d'élite qui l'ont surveillé à l'école quand il était tout petit, etc., que c'est un héritage et que bah, malheureusement, voilà, les gens sont racistes. Hein, aux États-Unis, on lui demandait ah, mais tu vivais avec des lions, est-ce qu'il y avait la télé, comment c'était dans la jungle, alors que non, c'est quand même des guerriers qui étaient prêts à tuer tous sur leur passage. Et voilà, du coup, il dit maintenant, je réclame mon match pour le titre intercontinental. Il défie Big E. Big E qu'on verra pas, mais dont on aura plusieurs vignettes pour nous dire attention, il revient la semaine prochaine. Écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que le push de Big E est pas en train de percuter la montée en puissance d'un Apollo Crews qui s'est trouvé une gimmick, bon, une gimmick peut-être un peu facile, mais assez marquante, je trouve là pour le moment. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis d'accord, elle est marquante, en fait. Effectivement, Mm. j'ai aussi tiqué sur l'accent, africain. Alors, il le dit dans sa promo, il dit que, bah, avant, il se forçait à parler sans accent et puis maintenant, il reprend son accent naturel. Bon, Ouais. au moins, il a justifié son truc, hein, pourquoi pas, à la limite, je s'il veut, voilà, j'ai envie de dire s'il veut, il joue à fond sa carte, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il joue sa carte depuis qu'il est arrivé à la WWE, Apollo Crews, parce que même NXT, j'ai toujours trouvé qu'il était un peu en retrait, bah, voilà, il sortait pas du lot, et là, bah, voilà, il fait quelque chose, je trouve, bien ou pas, on verra ce que ça donnera sur la durée. Je pense aussi que Biggie, il est pas du tout abandonné pour l'instant parce qu'ils ont effectivement fait pas mal de packages vidéo et puis dans lequel ils disaient en valeur, en disant: «Attention, Biggie revient», enfin, tu sais, genre, c'est l'attraction, que vous attendez tous. Mm. Donc, bah, voilà, on en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils mettent un petit coup de polish là pour que la rivalité soit sympa à suivre et puis, bah, moi, ça marche assez bien avec moi. Moi, j'ai envie de voir ce match-là, cette confrontation. Ouais, moi je suis client, hein,
un truc facile à la WWE, mais je trouve que ça s'est pas mal perdu le côté gimmick très caricatural, très régional. Moi, ça me fait un peu penser à Jinder Mahal hein, quand il était indien. Voilà, donc alors c'est facile. Le méchant indien, là c'est le méchant africain et tout, mais je sais pas, ça crée un truc. Il y a toute une sonorité, une musique, une ambiance qui est assez identifiable. Et puis, bah, en même temps, j'ai pas checké, mais je pense que c'est vrai hein, qu'il est nigérian et bon, Ouais, je pense afro-américain, pas oui. qu'il invente ça. Ce serait Voilà. idiot d'inventer ça. Donc je pense pas et effectivement, il lui donne une chance. Moi, j'ai l'impression qu'il était arrivé, il était arrivé déjà un peu star. Enfin, c'était, le fameux, Uhaa Nation et je me souviens qu'à son arrivée déjà, je sais plus dans quel média de catch, il disait que, bah, ce sera le prochain afro-américain champion de la WWE. Bon, bah, Bobby Lashley, est revenu au passage. Mais peut-être qu'ils sont un Et peu Kofi trop reposés Kingston? et Kofi Kingston, donc peut-être qu'ils se sont un peu trop reposés, en disant: «Bon, bah, c'est une star de l'indie wrestling, donc on finira bien par en faire quelque chose» et là, il lui crée un truc qui, ma foi, moi, me plaît bien et je serais pas contre, sachant que Biggie peut tout à fait être appelé à des plus hauts horizons, face à Roman Reigns ou autre, un peu comme Bobby Lashley, a lâché le titre pour Riddle. Moi, je suis assez partant là, je suis assez chaud de voir, j'aimerais bien voir cet Apollo Crews là, prendre le titre. On n'y est pas encore, mais en tout cas, ça fait un petit moment qu'ils se tournent autour les 2, mais là, ça relance tout, je trouve et du coup, on peut durer encore un mois ou 2 avec ça, sans problème. Ouais, bah, j'ai vérifié pendant ça et effectivement, les parents de d'Apollo Crews sont nigérians, donc c'est pas que du bidon ce qu'ils racontent. Mais est-ce que c'est des rois? Alors son père, il est du gouvernement local de je sais pas quoi, donc c'est pas un Oui, roi, c'est plus un homme politique, on va dire. Tu vois, il dit, il faut pas croire dans mon pays, on mange, dans les tribus, on mange dans les arbres», mais d'un autre côté, il dit que c'est un roi alors que il y a plus de roi, donc on oui, en rajoute comme des caisses à Pépère. un petit Enfin peu. bon, Ouais. mais par contre, je rejoins sur un truc qui est un petit peu dommage, c'est que ce qui est dommage, c'est que, comme tu le disais, effectivement, le parallèle peut être fait avec Jinder Mahal qui est canadien quand même, rappelons-le Eh oui. et qui se présentait comme indien. Ce qui est un peu dommage, c'est que quand ils se rapprochent de leurs origines, les mecs, systématiquement, c'est dans le cadre d'un personnage heel, quoi. C'est de dire, Ah oui. attention, il est d'origine étrangère, donc ça devient méchant. C'est toujours ça qui est un petit peu dommage, quoi. Il y a hormis, Kofi qui est devenu ghanéen tout en restant face, les autres, généralement, c'est jamais pour avoir un personnage, sympathique qui font le rappel à leurs origines, ce qui est un peu dommage. Ouais, enfin même Kofi Kingston à la base, il était censé être jamaïcain, mais il était face aussi d'ailleurs C'est et vrai, il y a que les en gros, il y a les grandes nations du catch, il y a que les Japonais et les Mexicains qui peuvent, un peu jouer sur leurs origines sans être, dans la gimmick heel, parce que bon, ça me fait penser à NXT, les Chinois là, ils sont pas très gentils aussi non plus, hein. les méchants chinois, on a eu les méchants russes, bah, on avait les méchants iraniens aussi à une époque, enfin on a c'est Ouais, voilà, il y a eu aussi les méchants canadiens, comme quoi c'est pas ouais. c'est tout dès qu'on n'est pas américain, on a tendance à devenir méchant de toute façon. Donc voilà, bon, bah, vivement des méchants français là, un peu là, Tonton Ah Chris, là, ça manque là, la résistance. voilà, voilà, les belles équipes françaises. Eh bien voilà, donc sur tout ça, ça fait une transition parce que quand même, Apollo Crews, on l'avait vu un peu discuter avec Roman Reigns qui lui-même est devenu samoan en devenant heel, hein, on peut dire ça, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc peut-être que Roman Reigns lui avait donné quelques conseils. Donc Roman Reigns, il vient assister, au match main event, donc au Steel Cage match entre, Daniel Bryan et Jey Uso. Visiblement, Corey Graves s'est senti pousser des ailes, avec le segment d'intro de Michael Cole, puisqu'il est monté sur le ring lui aussi pour nous rappeler les règles du Steel Cage match. J'ai pas compris l'intérêt, mais bon, voilà. C'est sympa, je trouvais moi. Je trouvais que ça Toi, tu donnait bien un peu aimé? de dynamisme au truc. Ah bah, ouais. J'ai été bon client sur cette affaire-là. Il y a dit moins de conneries que Michael Cole quand même. Oui, bon, il était moins mauvais, mais c'est vrai que bon, c'est le temps que la cage descende, quoi. C'était histoire de. Voilà, il nous explique. Alors, on peut sortir par la porte, on peut monter par-dessus, on peut avoir un pin, une soumission, tout ça. Voilà, donc, ben, Jey Uso, quand le match commence, il envoie Daniel Bryan, pardon, un peu dans les cages, il lui écrase le visage contre les grilles. Roman Reigns lui dit vas-y, continue. Finalement, il tente de passer par la porte. Très bonne idée, Jey Uso, parce que la porte, c'est à mes yeux, toujours le plus facile, mais malheureusement, il va assez vite oublier, puisqu'ils vont finir par monter
essayer de grimper. J'ai jamais compris, moi, pourquoi les mecs essayent de grimper. C'est tellement plus compliqué que de sortir par la porte. Bref, d'ailleurs, ça me donne raison, parce que Daniel Bryan, il finit par tomber les parties génitales sur les troisièmes cordes. Il encaisse un super kick, mais il va se remettre en sortant un gros drop kick depuis le turnbuckle sur Jey Uso. Il travaille ensuite longtemps le bras de Jey Uso, il l'envoie sur le grillage. Les deux montent au sommet de la cage. Ils commencent à se taper un peu en hauteur. Et là, Jey Uso porte Daniel Bryan sur ses épaules et il saute depuis le haut de la cage vers le ring, évidemment, pour faire un très très gros Samoan drop. Malheureusement, étrange facilité scénaristique, on part à la pub et quand on revient, ils sont remontés en haut de la cage. Voilà, c'est mystérieux, c'est formidable. Ils sont remontés au sommet de la cage. Ils en redescendent d'ailleurs, souvent comme ils font. Là, ils se tiennent, ils se tirent, l'un qui se tire vers le bas, tout ça. Jey Uso prend appui sur la troisième corde pour faire un gros splash. Ça fera simplement 2, near fall. Il envoie un super kick, ça fait aussi simplement 2, near fall. Ils se battent pas mal au sol. Daniel Bryan, il envoie des coups de coude. Jey Uso, il envoie des coups de poing, un peu comme faisait Roman Reigns à Elimination Chamber. Jey Uso prend le dessus, il met Daniel Bryan KO quoi, au milieu du ring avec ses coups de poing. Au lieu de tenter de sortir par la porte, grave erreur pour moi, il passe par la cage, il se met à grimper. Sauf que Daniel Bryan le suit. Les deux finissent par retomber au milieu du ring. Daniel Bryan coince son adversaire dans le yes lock. Jey Uso, il essaye d'attraper les cordes, sauf que on peut pas faire lâcher une prise dans un steel cage match. Donc il attrape les cordes. Et puis, comme il se passe rien, il est toujours coincé dans le yes lock. Il finit par abandonner. Jey Uso tap out. Paul Heyman et Roman Reigns regardent tout ça d'un air noir pendant que Daniel Bryan fait des yes chants depuis l'eau de la cage. Très belle image. Il est heureux. Il a son match à Fastlane. Edge doit être très content. Il peut rester à la maison. Kevin Owens n'a toujours pas réapparu. Mais quand même, là, on a eu pour 13 minutes 36 de catch. Est-ce qu'on est enfin récompensé? Est-ce qu'on a un main event digne de ce nom, papy? Ouais, enfin, main event Jey Uso, comme d'habitude. Voilà. Le spécialité main event. Ouais, c'est plutôt sympa. Comme opposition, une fin par soumission, ça change un peu dans une cage. Effectivement, ça donne l'intérêt à la cage de dire bah il est coincé dedans avec lui. Finalement, tu vois, il peut pas se sortir. La semaine dernière, il avait échappé en se battant à l'extérieur du ring. Là, il sort de la cage et comme ça, il doit abandonner dans la cage. C'est pas trop mal comme fin, ça change un peu. Effectivement, les montées dans les grilles, c'est toujours un peu chelou, mais bon, après, c'est le principe de la cage, de toute façon, qui à la base est déjà chelou. Oui. Mais donc voilà, quoi. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Oui, et Kevin Owens, je suis d'accord avec toi. Je pensais en fait que Roman Reigns allait lever son gros cul pour essayer d'empêcher Bryan de descendre ou de sortir ou de faire quoi que ce soit, mais il a jamais bougé de sa chaise. Et donc, du coup, quand il bougeait pas, Kevin Owens s'est pas prêté non plus. Mm. Bon, j'ai l'impression qu'on l'a un peu oublié, ce qui est un peu dommage. Peut-être qu'il va réapparaître à l'issue justement du match Bryan Reigns. J'en sais trop rien, je t'avouerai. Mais bon, c'était un match sympa. Voilà, c'est une belle façon de conclure le show. C'est pas extraordinaire, je me suis pas levé de mon siège, moi, un peu comme Roman. D'ailleurs, je suis resté assis tout du long, mais c'était plutôt sympa. Ouais, il manquait peut-être un peu de suspense quand même sur cette issue. Et bon, globalement, ils ont fait du bon boulot, je trouve, en cash. C'est solide, effectivement. Main event solide, qualité catchesque, belle intensité, quelques moves sympas, là, les drop kicks, les super kicks, enfin voilà, ils savent y faire. Mais ça reste assez attendu. Après, moi j'ai bien aimé le segment avant, justement, dans le fauteuil, parce que ça a un peu justifié le truc. C'est vraiment Roman Reigns, il a dit si je dois affronter Bryan pour le titre, en fait, limite Roman Reigns, ce qu'il a dit, c'est je m'en fous, quoi. C'est pour toi, en fait. Il a dit à Jey Uso, c'est toi qui aura l'air con si tu perds ce soir. Pour moi, c'est pas si grave. Donc, je comprends qu'il intervienne pas forcément. Mais bon, ouais, voilà. Ça manque peut-être un peu de suspense. Et puis Bryan gagne. Fait ses yes chant. Ok, c'est cool. Bon. Je pas plus craché que ça dessus. C'est un bon match et ça finit bien le show. Mais disons que le fil rouge du soir était assez prévisible et l'affiche était assez attendue. Et on attendait juste d'avoir un bon match pour finir. On l'a eu. Et puis voilà, on a l'affiche qui est validée et c'est bon, on va pouvoir continuer la FUD. Mais voilà. Manque un petit peu peut-être pour moi là de rebondissement, d'un Kevin Owens qui foutrait le bordel ou de je ne sais quoi. Ça, un peu trop sage peut-être. Un peu trop propre, ouais, je suis d'accord avec toi. Mm.
Ouais. Un peu trop propre. Écoute, papy, sur ce main event propre, se finit le show. Donc, tu connais le principe, hein, tu vas proprement m'indiquer un joli top propre, un flop propre et une note propre, s'il te plaît. Allons-y proprement. Du coup, le flop, je vais le donner à Sasha Banks qui défend pas son titre, ça m'énerve. J'aurais pu le donner à Cesaro Rollins qui est un peu trop sage, mais bon, ça aurait été un peu violent de leur donner un flop pour ça, donc je vais le donner à Sasha Banks, qui prend un booking à la Asuka, et j'ai déjà râlé suffisamment sur Asuka. Alors Asuka, c'est bien pire, hein, parce qu'elle se pointe pas et ça fait depuis, fin d'année dernière, donc c'est vraiment vieux. Mais voilà, je suis pas très content de Sacha. Enfin, j'aime pas quand un match de Mania est booké, quasiment 2 mois à l'avance. Hormis quand c'est vraiment une méga confrontation, type Tina Rock, à la limite, tu vois, ça me dérange pas, tu vois? Mais là, c'est, Sacha versus Bianca Belair, quoi. Enfin, j'aime bien les 2 filles, je pense que ça sera un bon match, mais pas de quoi, enfin, ça vaut pas le coup de planifier ça autant à l'avance. Mon top du coup, quoi que je vais donner comme top? Je vais donner à Del Bryant qui a réussi en une promo à redonner de l'intérêt à son personnage, alors que je l'avais totalement abandonné là, notamment suite à l'Elimination Chamber. Donc il a fait un bon travail à ce niveau-là. Et ma note, c'était un show plaisant, mais juste plaisant, tu vois? Il y a pas J'aurais aimé être plus chamboulé, plus à fond. Il y a une bonne odeur de WrestleMania qui approche là, qui fait plaisir, qui fait chaud dans nos cœurs. Et voilà, j'aimerais vraiment, voilà, j'avais envie d'être secoué et c'était pas encore trop le cas. Donc je vais me mettre juste un 2,75 gentillet. Voilà, il y a des bonnes pistes, mais il faut que ça commence à bouger un peu plus. Là, il ne reste plus qu'un mois pour WrestleMania et là, faut mettre les bouchées doubles, messieurs. Ouais, c'est un peu ce que tu dis au début, c'est un show, oubliable, en fait, mais Voilà. sympa, sympa, agréable à suivre, court puisque SmackDown, c'est court, mais oubliable. Moi, je suis pas contre ce côté, 4 ou 5 petits matchs courts, qui permet de voir, quelques moves sympas, donc j'ai plutôt bien aimé, le fait d'avoir un peu de Cesaro, un peu de Dominic Mysterio, un petit peu de Murphy, un petit peu de Chad Gable, un petit peu de Sami Zayn, un petit peu de Montez Ford, mais c'est vrai que ça fait pas encore, voilà, ça fait plein de plats différents, mais c'est pas des plats très consistants et très solides. Et je suis d'accord avec toi sur. En fait, je trouve que c'est pas dérangeant de booker un match 2 voire 3 mois à l'avance, mais il faut qu'ensuite les gens se sortent un peu quelque chose, racontent une histoire et puis veuillent se mettre sur la gueule. Et alors, ça va sûrement démarrer à Fastlane, mais pour le moment, Bianca Belair et Sasha Banks, Ouais, elles ont c'est l'air. mou aussi, hein. C'est mou et c'est un peu comme d'hab. C'est-à-dire, Sasha Banks, elle a une tronche et un acting à être la pire des pestes. Sauf que j'ai l'impression que toute sa carrière, c'est ah, j'ai affronté ma copine, copine Bianca, copine Bailey, copine je sais pas qui avant, Naomi ou je sais pas quoi. Donc c'est pas le killer instinct dont a parlé Seth Rollins. Alors moi justement, je vais mettre mon flop à Seth Rollins parce que je l'ai trouvé saoulant aux commentaires et m'a gâché un peu la concentration sur Cesaro Murphy. Je vais mettre mon top, ben, à la tag team, au moment tag team avec, les Montesford, avec les Street Profits. Là, j'ai bien aimé cet enchaînement de 2 matchs assez rapides, avec un Corbin qui montre un petit peu de personnalité, ça c'était chouette. Et j'avais dans l'idée de mettre la même note que toi, 2,75. Il y a des pistes qui me plaisent bien, il y a des gimmicks qui se relancent un petit peu, il y a des programmes qui vont se faire, mais ouais, c'est un peu sage et pour le moment, on attend beaucoup WrestleMania en fait et c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que Fastlane va être, presque un weekly amélioré qui fait avancer les storylines et pas un pay-per-view, quoi. Ouais, bon après il est vraiment mal placé, Fastlane, hein. Là, Ben oui, il fallait il pas est le placer. en ouais, voilà, c'est ça, là, tu te demandes à quoi il sert. Effectivement, je suis pas sûr que ce soit un pay-per-view super intéressant parce que la plupart des rivalités, tu les as déjà en tête. Ouais, il faut peut-être penser à l'avenir à l'utiliser pour autre chose, Fastlane. Peut-être, mettre pour les rivalités secondaires ou j'en sais rien, mais bon, après ça serait peut-être un bon pay-per-view, hein, mais Oui, effectivement là, on n'en attend pas grand-chose. mais on n'a pas forcément beaucoup d'affiches là, j'ai pas encore la carte en tête, mais c'est vrai que on a un peu de mal à que ce soit le match de Roman Reigns, le match des tag teams féminines, Mais il y a que ça, je crois, hein.
pour l'instant. Il y a que ça pour l'instant. Ouais, on n'a pas encore de trop d'affiches du côté de Raw. Enfin, ouais, on verra bien. C'est vrai que ça fait pas beaucoup d'affiches du coup, mais on sent bien qu'il va pas. On va pas avoir. On risque pas d'avoir un changement majeur. Enfin, en plus, maintenant que le Money in the Bank a été utilisé, parce que Elimination Chamber a quand même énormément rebattu les cartes, au moins pour ça, mais là, on voit pas Mmh. trop ce qui va Après, pouvoir on n'est pas à changer. l'abri d'une surprise, hein. Si Tout à fait. Bryan, gagne le titre, alors là, je pense Ah que tout le oui, monde saura le cul parce que je te dis, moi, Bryan, il m'a bien chamboulé quand même. Je me suis dit: «Merde, il» c'est vrai que c'est et pas un ben, tocard ce garçon, quand il veut. il est fort le bougre, il est fort. Voilà, bah écoute, papy, on va en finir là pour cette analyse de SmackDown. Ce fut un plaisir d'avoir analysé ce show bleu avec toi. On a encore une fois bien refait tout, segment par segment, tout le show. Et on n'a pas oublié de segment, contrairement à Irem, à qui ça arrive parfois. Ah oui, bah, c'est ça, mais quand on a un patron, tu sais, on a tellement de responsabilités que parfois on oublie des choses, quoi. Mais en tout cas, je te remercie bien, Raphaël, de m'avoir invité dans cette review. Ben, ce fut un plaisir. Pas plus de catch-up, vous connaissez les marches à suivre. Donc là, on a du YouTube, on a du SoundCloud, on a du PodCloud, on a du Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous écouter, nous télécharger, nous mettre vos avis, vos opinions, vos pronostics. Et puis interagir avec nous sur le Discord Catch-up, sur le Instagram qui est géré par moi-même avec les superbes vignettes de Papy. Les réseaux sociaux, il y a aussi Twitter, c'est Tonton Chris qui s'y met, Twitter Tonton, et puis Facebook. Donc voilà, restez connectés, interagissez, pronostiquez, discutez. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine, week-end, journée. Voilà, une très bonne vie. Et à très bientôt pour encore plus de catch sur Catch Up. Ciao, ciao. Salut tout le monde, amusez-vous bien! Peuple de Catch Up. Ah, toi aussi, tu as envie de plaire aux petits enfants. Salut mamie.